Si nous étions amenés à vivre dans un monde où règne le chaos, seriez-vous prêt à garder votre humanité malgré l'horreur? Que seriez-vous prêt à sacrifier pour rester en vie? Ce sont ces questions que pose le film dont je vais vous parler aujourd'hui. 28 jours plus tard. Bienvenue à tous sur la chaîne Open. Ici, on va parler films, séries télé ou encore jeux vidéo. Pour les besoins de l'analyse, cette vidéo contiendra quelques spoilers. Alors maintenant que vous êtes prévenus, bon visionnage à tous. Un mystérieux virus extrêmement contagieux se propage à travers tout le Royaume-Uni, transformant ceux qui l'infectent en êtres violents et incontrôlables. 28 jours après le début de l'épidémie, un homme se réveille seul dans un hôpital de Londres et découvre une ville plongée dans le chaos et vidée de ses habitants. Il tente alors de comprendre ce qu'il s'est passé et de survivre dans un monde désormais hostile, à la recherche d'un refuge ou d'un espoir. 28 jours plus tard a été réalisé par Danny Boyle, à qui l'on doit les iconiques Trainspotting, le brillant Sunshine ou encore La Plage. Et c'est justement après avoir signé l'adaptation de ce film avec Alex Garland que Boyle choisit de collaborer à nouveau avec ce dernier pour un scénario original qui donnera naissance à ce film apocalyptique qui est devenu une référence du genre. Ce genre, c'est le film de zombies. Beaucoup citeront La Nuit des Morts Vivants de George Romero, sorti en 1968, comme étant le premier film de zombies. Et oui, ce film a installé maintenant des codes bien établis, comme le fait que les morts-vivants mangent littéralement de la chair humaine. Mais avant ça, d'autres films ont aussi posé leur pierre à l'édifice, comme le premier film introduisant le mort-vivant, White Zombie, sorti en 1932. On peut citer également The Ghoul, sorti en 1933, ou bien The Last Man on Earth, sorti en 1964, qui est souvent comparé à La Nuit des Morts-Vivants, et qui a manifestement jeté les bases sur le plan visuel et thématique. Dans 28 jours plus tard, pas de zombies lents ou décomposés. Les infectés de 28 jours plus tard ne sont ni morts ni réanimés. Ce sont des êtres vivants contaminés par un virus appelé la fureur, qui les transforme en créatures animées de rage pure. Ces infectés peuvent mourir, saigner, mais surtout tuer sans hésitation. Dès le début du film, Boyle nous plonge dans une vision moderne, viscérale et très contemporaine de l'apocalypse. Il revitalise un genre qui commençait à s'enliser dans ses clichés, tout en offrant une critique sociopolitique très puissante. Les premières images du film, entre archives de guerre et d'émeutes, installent d'emblée une ambiance. La violence dans 28 jours plus tard n'est pas seulement virale, elle est profondément humaine. Le film s'ouvre sur la vulnérabilité de Jim, joué par un Cillian Murphy encore assez peu connu à l'époque, mais dont le rôle va véritablement propulser l'acteur sous les projecteurs. Il joue un homme nu qui émerge dans un monde figé et qui se heurte à une réalité dans laquelle tout s'est effondré. Plus de société, plus de communication, plus d'électricité. Jim se rend à l'église, guidé peut-être dans l'espoir d'y trouver un refuge. La grande croix au-dessus de la porte semble l'inviter, mais une fois à l'intérieur, il découvre un message écrit en lettres capitales. The end is extremely nigh. La fin est extrêmement proche. Un avertissement définitivement brutal. En haut des marches, il aperçoit des dizaines de corps entassés devant l'hôtel. Après un timide Hello? Deux silhouettes se réveillent. Puis il entend un bruit. Une porte s'ouvre, c'est un prêtre, visiblement infecté et qui le charge. Le message est clair, Dieu nous a lui aussi abandonnés. L'homme n'est plus. Fuyant cette attaque brutale, Jim est secouru par deux survivants. Selena, une chimiste diplômée, dure, froide et distante, jouée par Naomi Harris, et Mark, son compagnon de voyage, blagueur mais conscient de ce qui l'entoure, interprété par Noah Huntley, qui lui explique qu'un virus extrêmement virulent a ravagé la planète. Dès lors, Danny Boyle et Alex Garland vont confronter plusieurs points de vue de la survie, offrant un regard nuancé sur l'être humain et ses choix dans l'extrême. Dans 28 jours plus tard, le personnage de Selena incarne un point de vue radical et pragmatique de la survie. Dès sa première apparition, elle se distingue par son attitude glaciale, là où Jim, encore désorienté, se débat avec ses repères moraux et ses souvenirs d'un monde révolu. Dans l'esprit de Selena, tout est permis pour survivre. Et elle le dit clairement. Si l'un de ses compagnons est contaminé, elle n'hésitera pas à le tuer sur le champ, sans hésitation ni remords. L'exemple marquant survient lorsque Mark, après avoir été attaqué par deux infectés, se retrouve avec une coupure ou une morsure au bras. On n'est même pas sûr que ce soit un infecté qui ait causé ça. Mais pour Selena, la question ne se pose même pas. Elle le massacre sans pitié,
comme si sa vie ne valait rien. Mais pour elle, ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est de la nécessité pure, dictée par l'urgence et la menace constante du virus. Car d'après elle, l'attachement émotionnel peut devenir une faiblesse fatale dans ce monde. Vouloir à tout prix sauver un ami ou une personne qui nous est chère nous met face au danger. Alors pourquoi mourir à deux ou risquer la mort quand on peut seulement tuer une personne infectée ou même fuir? On devine chez ce personnage une dureté forgée par des expériences traumatisantes. Ses parents furent infectés, la forçant à les tuer pour protéger son frère, avant de découvrir que même lui était contaminé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aperçoit au fil du film une lutte intérieure au fond d'elle. Certains personnages vont lui rappeler qu'il peut rester une part d'humanité, même dans les pires horreurs. À mesure qu'elle est en contact avec Jim, d'un père et de sa fille, Selena se rend compte que seulement survivre ne sert à rien. I was thinking I was wrong. I was wrong when I said that staying alive is as good as it gets. Elle redécouvre une humanité qu'elle avait profondément cachée en elle. Elle redécouvre aussi l'amour. Et tout ça à travers des petites choses simples. L'espoir même de pouvoir s'échapper de cet enfer lui donne espoir. C'est là que 28 jours plus tard soulève une question intéressante. Jusqu'où peut-on aller dans la quête de la survie? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour rester en vie? Et surtout, est-il encore possible de rester humain dans un monde devenu si déshumanisé? La transformation de Selena, au contact de Jim et des autres, montre bien cette tension entre brutalité et humanité. Et c'est l'un des aspects les plus fascinants du film. La peur et la violence sont deux thématiques omniprésentes dans 28 jours plus tard. Frank et sa fille Anna proposent un point de vue radicalement différent sur la survie. Si beaucoup optent pour l'individualisme, la brutalité et la loi du plus fort, Frank et Anna s'accrochent à ce qui reste de véritablement humain. Les liens familiaux, l'entraide et un respect inébranlable pour la vie. Frank, joué par le talentueux Brendan Gleeson, est un père protecteur et débrouillard. Son quotidien, il l'organise avec ingéniosité dans un immeuble barricadé, loin des règles impitoyables du monde extérieur. Il n'est ni militaire ni un héros, mais un homme ordinaire qui met tout en œuvre pour protéger sa fille. Sa survie ne se définit pas par la violence ou l'égoïsme, mais par la prudence, la capacité à s'adapter et surtout un amour incommensurable pour Anna. Dans ce chaos, Frank incarne une forme de survie lucide, presque sage, qui tente de préserver une cellule familiale. Anna, elle, n'est pas une simple victime ou un fardeau et fait preuve d'une incroyable maturité pour son âge. We could die trying, Frank. Or die here. And anyway, it isn't true what Dad said. You need us just the same as we need you. We need each other. And we'll never be safe in the cities. The soldiers could keep us safe. So we have to try and get there. Calme et posée, elle suit les pas de son père et développe un instinct de survie aussi doux et humain. Tous les deux, ils démontrent que la confiance et l'entraide existent encore dans un monde où la méfiance règne en accueillant Jim et Selena, sans être naïfs, mais avec l'espoir qu'il reste en eux un peu de lumière dans cette obscurité. Ils rappellent ainsi que l'on peut résister sans se déshumaniser. Et cette solidarité, ce respect de l'autre, devient pour eux une forme de résistance morale, un phare fragile mais tenace dans l'obscurité. Lorsque Jim et Selena aperçoivent ces décorations de Noël au loin, ils sentent un espoir. Ils grimpent cet immeuble et Frank, sans réelle hésitation, les invite chez lui. Il a confiance en l'être humain et par conséquence enseigne ses valeurs à sa fille. Jim, lui, y revoit un peu d'humanité. Il peut souffler et retrouver un peu de son monde qui a disparu. Selena, elle, se dit que c'est simplement temporaire et le mur qu'elle a érigé pour bloquer ses émotions n'est pas encore ébranlé. Elle dit même à Jim: You should be more concerned about whether they're going to slow you down. Right, because if they slowed you down I'd leave them behind. in a heartbeat, Yeah. I wouldn't. And you're going to wind up getting yourself killed. L'aspect familial de cette forme de survie se distingue par quelques détails qui soulignent cette humanité préservée. Les décorations de Noël, les moments partagés ensemble, Like a family. ou même les courses. Dans cette Angleterre dévastée, ils incarnent une vision de l'avenir, un espoir aussi minime soit-il, que la vie peut continuer. C'est bien plus agréable de vivre dans cette cellule familiale, avec les dangers qui les entourent, que de sacrifier un ami à la première suspicion d'affection. Mais cet idéal va se heurter à une réalité bien plus sombre, quand un militaire tuera l'un des personnages qui a été infecté de manière bête et brutale. Hannah, I love you very much.
On pourrait se dire naïvement, ok, mais maintenant tout va aller pour le mieux. Eh bien non, c'est là que tout bascule. Ces gentils militaires qui semblaient être la solution à tous leurs problèmes ont eux aussi une vision radicalement différente de la survie et qui va entrer en collision totale avec celle de Frank et Anna. Et c'est là que 28 jours plus tard nous montre que même dans un monde dévasté, tout le monde n'a pas la même définition de ce qui vaut la peine d'être sauvé. Le Major Henry West, interprété par Christopher Eccleston, incarne un point de vue de la survie particulièrement dérangeant. Pour lui, ce n'est pas suffisant de simplement rester en vie. Ce qu'il cherche, c'est reconstruire un ordre, une civilisation. Mais à quel prix? Isolé avec ses hommes dans une maison fortifiée, il rêve de régénérer la société, mais à travers des fondements autoritaires, patriarcaux et violents. Sous son commandement, la survie n'est pas une question de protection, mais de contrôle absolu. What do 9 men do except wait to die themselves? I moved us from the blockade, I set the radio broadcasting, and I promised them women. Et sa discipline militaire devient une façade pour instaurer un pouvoir totalitaire. Le Major Henry West ne lutte pas contre la barbarie, il la structure. Lors de l'apparition du virus, le Major Henry West était un vétéran de haut rang de l'armée britannique. Il faisait partie des soldats envoyés pour protéger Manchester contre des attaques répétées d'infectés. Mais ces derniers finirent par prendre d'assaut le blocus et les autres points de contrôle militaires, puis pénétrèrent dans la ville, tuant tous les hommes présents, à l'exception du commandant West et de 9 de ses hommes. Par la suite, lui et ses soldats se sont réfugiés à Worsley House, l'ont barricadé et ont fini par envoyer un message radio en boucle. Il a ensuite promis à ses hommes que les femmes survivantes qu'il trouverait seraient réduites en esclavage sexuel, à la fois pour redonner espoir à ses hommes et pour repeupler le pays. Une manière pour le réalisateur de nous montrer que parfois, le militarisme et la peur peuvent mener à des visions du monde horribles et déshumanisantes. La conviction de West est glaçante. Il faut coûte que coûte reconstruire l'humanité. Et pour cela, il n'hésite pas une seule seconde à traiter les femmes comme des objets de reproduction. Now, the first thing we're going to do is make you look a little more presentable. It so happens that the lady of the house has an extensive wardrobe, which she certainly has no use for. Ce qu'il présente comme un projet de reconstruction est en réalité une justification pour asservir les femmes, les assignant à des rôles de reproductrices dans un microcosme militaire exclusivement masculin. Les femmes ne sont là ni pour leur sécurité, ni pour être protégées, mais pour servir un avenir dicté par les désirs et les besoins des soldats. Survival. Dans son système, l'humanité est réduite à sa simple fonction biologique. Listen, sweetheart, you ain't gonna be needing this anymore, eh? Because you got me to protect you now. Wait, wait. You wanna get your hands on a really big shot? Well, you just come and see me. Toute remise en question morale est balayée par l'argument de la survie de l'espèce, du futur. Mais ce qu'il ignore, ou plutôt choisit d'ignorer, c'est que cette vision de la survie sacrifie ce qui fait de nous des êtres humains, l'empathie, l'amour et la dignité. Le Major West représente ainsi une facette sinistre de la survie. Alors que d'autres personnages cherchent encore des raisons d'espérer, de rester humain, lui choisit l'ordre sans conscience, la reproduction sans amour et la survie sans dignité. I want to give you a chance. You can be with us, but I can't let them go. Il incarne un futur froid et mécanique, où la civilisation aurait survécu au virus, mais en perdant tout ce qui la rendait humaine. Ce film offre finalement une confrontation particulièrement percutante entre des visions radicalement opposées de la survie. Lorsque Jim, révolté par cette philosophie morbide, s'oppose au Major Henry West, il est jeté dehors pour que les militaires profitent de Selena et Anna sans être dérangés. Mais Jim, dans une rage et une détermination sans limite, décide de tout faire pour sauver ses deux amis. Ce qui est frappant ici, c'est que Jim utilise aussi les infectés pour l'aider. Et Danny Boyle ne manque pas de nous le montrer. Dans cette séquence, Jim est filmé de la même manière que les infectés, comme s'il était lui-même devenu une sorte d'animal enragé, prêt à tout pour détruire ce système cruel. C'est un renversement brillant de perspective. Dans ce film, ceux qu'on aurait naturellement identifiés comme les méchants, c'est-à-dire les infectés, sont en fait les bons, et ceux qui se prétendent porteurs de l'ordre et de la civilisation, à savoir les militaires, sont en réalité les véritables monstres. C'est une critique féroce de ce que pourrait devenir la survie dans un monde où la moralité est oubliée, où la fin justifie
tous les moyens. 28 jours plus tard montre que la véritable barbarie peut aussi venir de ceux qui prétendent être les sauveurs. La véritable force de ce film réside dans sa capacité à explorer la survie, non seulement comme un défi physique, mais surtout comme un profond questionnement moral et philosophique. Selena incarne une vision froide et individualiste. Frank et Anna incarnent, eux, une forme de survie fondée sur l'amour, la solidarité, et le Major Henry West incarne, lui, une survie immorale et déshumanisante. Ces trois visions se confrontent tout au long du film, provoquant une réflexion profonde sur des questions essentielles. Faut-il se couper de ses émotions pour survivre? Peut-on encore être humain dans l'horreur? Jusqu'où peut-on aller pour garantir un avenir? 28 jours plus tard ne nous donne pas de réponse définitive à ces questions, mais nous invite à réfléchir sur cet équilibre fragile entre la nécessité de survivre et la volonté de ne pas devenir pire que ce que l'on fuit. En fin de compte, ce film ne nous parle pas seulement d'un virus ou d'une catastrophe, mais de ce que nous choisissons d'être quand tout s'effondre autour de nous, et de ce que nous acceptons ou refusons de sacrifier pour rester vivant. Pour ma part, j'aurais du mal à réagir comme Selena, même si je comprends parfaitement ses choix. Mes valeurs m'empêcheraient de laisser quelqu'un derrière, que ce soit un ami, une amie ou ma femme. J'ai ce côté pragmatique, mais aussi paradoxalement très sentimental. Et si je devais me mettre en danger, quitte à risquer ma vie, je le ferais. La manière dont Frank et Anna perçoivent la survie, c'est sans doute celle qui me donne le plus d'espoir. Et honnêtement, j'aurais probablement réagi de la même manière que Jim face aux soldats ou au Major. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est quasiment l'apocalypse. On est attaqué sans répit par des infectés et pendant ce temps, certains humains en profitent pour asservir les femmes. Franchement, dans un monde comme ça, faire disparaître ce genre de type, c'est pas une grande perte pour l'humanité. 28 jours plus tard reste l'un des films les plus marquants du début des années 2000. Il a non seulement redéfini les codes du genre du film de zombie, mais a également influencé toute une génération de films d'infectés ou de créatures similaires. Sa mise en scène nerveuse et immersive, avec l'usage de la caméra embarquée qui accentue l'urgence et l'oppression, participe à renforcer l'atmosphère anxiogène. Le film a donné naissance à une suite quelques années plus tard, et aujourd'hui, une nouvelle trilogie est en production, prouvant l'impact durable de cette œuvre sur le genre. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire ou un abonnement à la chaîne. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Et à bientôt sur la chaîne Open. Ciao.